Je crois que c'était ma deuxième séance de cinéma. C'était à l'été 2009, j'allais avoir 6 ans. Je me souviens encore avoir descendu les marches du Kinépolis de l'Homme avec une certaine émotion. Je ne me souviens plus avoir pleuré enfant, mais j'ai toujours associé le film là-haut à ce que l'animation peut réussir de plus sensible et de plus mélancolique. Ce n'est que bien des années plus tard que j'ai décidé de revoir ce bijou d'animation pour tenter de comprendre ce qui m'avait touché, moi, enfant, comme des milliers d'autres. Et j'ai trouvé la réponse, en seulement 11 minutes. Le film s'ouvre sur un documentaire en noir et blanc, nous présentant les aventures du célèbre Charles Muntz, l'idole du jeune Karl, ébahi dans son siège de cinéma. Il porte le même casque que lui, baisse ses lunettes comme pour embarquer avec l'aventurier. Des lunettes rondes comme son visage, un détail pas si anodin dont nous reparlerons dans une autre analyse. Karl laisse libre cours à son émotion à chaque fois que l'explorateur prend la parole. Il va même jusqu'à crier, et ce sera le seul vrai mot qu'il prononcera durant ces 10 minutes. Nous croyons alors découvrir le héros du long métrage, un petit garçon, une fois de plus. Le film nous bercera de cette illusion encore quelques minutes pour rendre la suite encore plus marquante. Karl joue d'abord à l'explorateur en extérieur, traînant derrière lui un ballon bleu où il est écrit l'esprit de l'aventure. Ce ballon bleu va réapparaître à de nombreuses reprises jusqu'à devenir un symbole majeur du film. Le titre du film apparaît alors dans le ciel, là-haut, une première annonce de la destination que va prendre l'histoire. La voix off est coupée par une voix de petite fille qui connaît elle aussi la devise de Charles Muntz. Stupéfait, Karl s'arrête net, puis se tourne vers la masure délabrée d'où provient l'agitation. Il se glisse à l'intérieur sans lâcher son ballon. Cet objet va devenir le symbole de sa rencontre avec Ellie, puis de leur relation, une fois veuf. Pour l'heure, il découvre une enfant qui constitue sa copie conforme au féminin, avec la même forme de visage et le même costume. Un contraste évident se pose cependant entre eux. Quand Karl préfère écouter, Ellie est intarissable. Même lorsqu'elle questionne le garçon, elle ne lui laisse pas le temps de répondre. La transition abrupte entre ces différents états émotionnels stupéfait Karl, qui se laisse guider par sa nouvelle amie. Elle accroche un badge à sa poitrine, un geste qui prendra toute sa signification à la fin du film. Alors qu'ils partent chercher le ballon, envolé dans le toit, ses joues rougissent, et le thème principal résonne une première fois. Une mélodie au piano qui va accompagner la narration pendant toute la vie de Karl. Elle suit les grands moments de sa vie, d'abord joyeuse, puis mélancolique, et guide les émotions du spectateur, de l'émerveillement aux pleurs. Ellie pousse Karl à chercher son ballon, malgré tout le risque, à se dépasser. Le garçon chute et est emmené à l'hôpital. Par la fenêtre de sa chambre, sa nouvelle amie lui envoie le ballon bleu, retrouvé, puis elle surgit, à l'improviste. Ellie dévoile alors son plus grand secret d'enfant, son carnet de voyage, qui deviendra un élément central du film. La fillette montre ses rêves de voyage en Amérique du Sud, aux chutes du paradis. Un petit dessin de maison est accroché sur l'image, en miroir du dernier plan du film. Ellie a ensuite laissé de nombreuses pages vides, pour y consigner les aventures qu'elle s'apprête à découvrir. Elle fait promettre à Karl de l'emmener avec lui, en voyage. Puis c'est la première ellipse, qui nous emmène directement au mariage des deux amoureux. La narration change, s'accélère. Peu de dialogue, une succession de plans sur les moments les plus beaux et les plus tristes de la vie du couple. Une exploration de leur intimité qui donne l'impression de parcourir un album photo de famille. Les images de la vie de Karl et d'Ellie s'enchaînent à toute vitesse comme le temps qui s'accélère pour les gens heureux. Un détail subtil apparaît lors de la scène du mariage, la réaction de l'assemblée. Toute la partie droite de l'église, la famille d'Ellie bondit et fête l'heureux événement, tandis que la partie gauche reste sobre et de marbre. Un moyen de mieux comprendre la psychologie de Karl, élevé dans une famille stricte, et son amour pour Ellie, qui vient le libérer. Les deux jeunes mariés achètent une maison en triste état et commencent à la rebâtir ensemble, jusqu'à ce qu'elle prenne toutes les couleurs du dessin qu'Ellie avait fait enfant. Ils l'aménagent au fil des ans, et ce lieu devient le cœur des plus beaux souvenirs de leur couple. On les voit notamment installer 2 fauteuils près de la fenêtre. Ils y lisent, discutent ensemble. Après la mort d'Ellie, son fauteuil vide est un rappel constant de son absence et de la solitude de Karl. Ils peignent leur boîte aux lettres avec amour, la même qui poussera Karl à la violence. Nouvelle ellipse. Karl peine à monter sur une colline verdoyante, symbole de l'été de leur vie. Ellie l'attend au sommet où ils y pique-niquent puis admirent les nuages. Nous découvrons le travail du héros, vendeur de ballons de baudruche dans un zoo. Puis la décision du couple d'avoir un enfant. Ils aménagent une chambre lumineuse avant une transition vers une salle médicale sombre. Ellie pleure alors qu'on leur apprend qu'ils ne pourront pas avoir d'enfant. Cette tristesse sera chassée par un nouveau rêve, celui de repartir en voyage. Ils rassemblent leurs économies dans une boîte en verre, mais les incidents du quotidien vont les pousser à les dépenser. Ellie noue plusieurs cravates à Karl, montrant que leur vie s'est ancrée dans un quotidien réglé et heureux. Leurs cheveux sont désormais gris, leur peau ridée, mais leur sourire toujours éclatant,
leur danse, toujours passionnée. Un jour, Karl retrouve la photo d'Ellie d'enfant et réalise qu'ils ont vieilli sans jamais réaliser leur rêve, sans qu'il ait jamais tenu sa promesse de voyage. Il achète un billet pour offrir à Ellie avant que le temps leur échappe, mais c'est trop tard. Ce voyage, ils ne le feront jamais. Un goût d'inachevé qui empêchera longtemps Karl d'accepter son deuil. On voit ensuite Ellie monter péniblement la colline et Karl l'attendre au sommet, dans une scène en miroir au décor d'automne qui annonce l'hiver. Sa femme tombe et on la retrouve dans un lit d'hôpital, encore en miroir, à l'accident de Karl enfant. Son mari lui envoie un ballon bleu et lorsqu'il arrive à son chevet, elle lui tend son livre d'aventure. Karl l'ignore alors, mais elle lui a laissé un message pour le remercier de l'aventure qu'ils ont vécue ensemble et pour lui en demander d'en vivre d'autres. Ce message montre qu'Ellie a fait la paix avec la mort, qu'elle est reconnaissante de cette vie, que la véritable aventure n'était pas un voyage lointain, mais leur vie commune. Elle a compris qu'au bout du compte, ce qu'il reste d'une vie, ce sont les moments passés, avec les personnes qu'on aime. Puis un plan déchirant, car elle est seule, dans une église vide, un ballon bleu à la main. Ce symbole d'Ellie rappelle constamment sa présence à l'écran, même invisible. Son fil fragile semble être le seul à lier encore Karl à la couleur, à l'espérance et la vie. Toujours ce ballon à la main, les épaules courbées, il rentre dans sa maison d'un pas lent, pour disparaître dans la pénombre. Les plans se sont assombris, sont devenus ternes, et le resteront jusqu'à ce que le héros reprenne espoir. Une transition de fondu, quelques secondes où l'écran reste noir, 11 minutes 35, et vous pouvez déjà sortir les mouchoirs.